Verstappen, Max, un champion qui ne fait jamais dans la demi-mesure, immense quand il triomphe, parfois minable quand il perd. Comme hier à Barcelone, d'ailleurs toute ressemblance avec le club le plus titré d'histoire de France ne serait que fortuite. Aussi doué soit-il, un Champions ne devrait jamais faire ça. Dégoupillé comme Choumi en son temps, égard à ne pas écorner sa légende, surtout lorsque l'on a déjà assuré sa place au panthéon des princes de la F1 après tant d'années de galères et de combats. Au-delà de la forme, dans les conséquences comptable de ce craquage, il y a là tous les indices que cette année, tu ne seras pas champion, mon frère, mais attention à tous les présupposés que le sport aime emporter avec lui, comme un samedi passé sur la Canebière par des néo-supporters de l'Inter, à se dire que ça n'arrivera jamais. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débrief. C'était la 9e manche hier de cette saison 2025 de Formule 1. On va parler de ce Grand Prix d'Espagne qui se déroulait du côté de Barcelone avec la crème de la crème des chroniqueurs F1 en France. À jamais le premier, Hamza Ramani, à jamais lyonnais, Brice Germain. Ça va les gars? Ça va. Je sais pas quoi répondre à ça, mais c'est vrai. Bonjour, juste oui, dire oui, bonjour. Oui, à jamais le premier, on sait pourquoi. Bien à sûr. jamais lyonnais, on sait pourquoi aussi. Exactement. C'est rien du tout. C'est ça. Et puis pour Ferrari, c'est pareil, c'est rien du tout. Vous avez passé un bon week-end les gars? Oui, très bien. Moi, j'étais à Roland Garros samedi, je voulais pas voir cette chance, cette monsieur, finale. Excuse-nous. Comment t'as gratté les invites là? J'ai rien gratté du tout. J'ai eu une proposition de notre cher ami, puisqu'on est en embrouille avec lui. On est tellement embrouillés qu'on est tellement potes. De Pierre-Olivier Valette, alias Despieds. Ah, il existe lui? Je sais pas, moi je. Ouais, parce que moi je suis en embrouille avec lui, toi tu fais ce que tu veux, mais. Voilà. Chacun sa vie, quoi. Chacun ses relations personnelles avec les gens, quoi. Moi, je bouffe à tous les râteliers. Les gars, on va se lancer tout de suite dans ce grand débrief. Le Grand Prix d'Espagne, est-ce que c'était d'ailleurs sans doute le dernier Grand Prix d'Espagne à Barcelone? Ça ne veut pas dire que Barcelone ne reviendra pas au calendrier l'année prochaine. On rappelle cette manche qui sera remplacée par Madrid l'an prochain. Et on regarde tout de suite justement les 4 enseignements. On a commencé à en parler dans ce petit édito. Max a pété une durite, a pété un boulon hier et on va y revenir très largement. Barcelone, hiérarchie inchangée et pourtant, la FIA devait contrôler ses ailerons flexibles. On va y revenir. Hulk et l'incroyable Sauber, meilleur résultat pour Sauber depuis 2022, meilleur résultat pour Hülkenberg depuis l'Italie 2019. Et puis, les enfants de Briatore se sont mis en évidence. Enfin, il y en a un, c'est le fils prodigue, c'est bien sûr Fernando Alonso. L'autre, c'est un fils illégitime. On y reviendra bien sûr dans cette émission. Les gars, juste avant de rentrer, de trancher dans le vif, de rentrer dans le vif surtout, on regarde, on se remémore les résultats de ce Grand Prix d'Espagne avec la victoire de Lando Norris. D'ailleurs, c'est pas du tout le bon résultat. Là, c'est celui de Monaco. Bref, nouveau doublé pour McLaren. Charles Leclerc qui termine à la 3e position. Et puis, on l'a dit, des résultats quelque peu surprises. Des points pour nos Français, Isaac Hadjar et Pierre Gasly. On va revenir sur tout ça et on fonce tout de suite sur ce qui a été le pétage de plomb hier de Max Verstappen, légende de la Formule 1, qui nous a offert, on va dire, sa dark face hier. Avant de disjoncter, Max Verstappen nous a quand même offert la grâce de l'actuel meilleur pilote de la grille. Une stratégie aussi également décalée de Red Bull qui a poussé McLaren dans ses retranchements. Et puis il y a eu le tournant de la safety car après l'abandon de Andrea Kimi Antonelli. Première question à vous poser les gars, fallait-il arrêter Max Verstappen à ce moment-là de la course? On rappelle qu'il n'avait qu'un train de soft. Alors il était europossesseur d'un train de soft qui comptait déjà 6 tours d'usure. Il lui restait un train de soft qui était encore un peu plus usé, qu'il n'a pas utilisé. Il a fait le choix des gommes neuves, des gommes hard qui, on le rappelle, ne fonctionnaient pas en tout cas ce week-end. Derrière, il y a cette relance, il y a cette erreur sur la ligne droite, cette touchette avec Leclerc. Fallait-il réprimander l'un des deux pilotes? Et puis surtout le move au premier virage avec George Russell. Devait-il laisser sa place à George Russell? Et puis derrière, bien sûr, l'acte au virage 5 pour lequel il sera pénalisé notamment d'une pénalité de 10 secondes, de 3 points aussi sur sa super licence. Est-ce un acte délibéré sur George Russell? Les gars, le gros dossier, le gros sujet aujourd'hui, c'est Max Verstappen. Est-il allé trop loin? Bon, ça oui, mais c'est plus un enchaînement, je dirais, de mauvaises décisions du côté de Max et de Red Bull qui ont mené à un pétage de câble. Je pense que jusque-là, il faisait une course formidable. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est qu'il fait la course, enfin le move le plus sale qu'il ait pu faire, je pense, depuis très longtemps. Peut-être depuis Arabie Saoudite 2021. Et encore, je pense que c'est plus une mésentente, Arabie Saoudite 2021 que là. Là, c'est délibéré. Et à côté de ça, il est driver of the day.
Oui, mais ça, c'est parce que les votes ont été faits avant. Oui, mais voilà, mais c'est pour dire que la course qu'il fait, elle est, moi je trouve excellente, et il y a une tentative, et il y a quelque chose où on ne se laisse pas abattre par la domination des McLaren, et arrive ce moment où effectivement, en fait, on a un peu l'impression que la foudre s'abat sur lui, et qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un craquage mental. La foudre, déjà, pour moi, elle vient du muret, premièrement. Pourquoi on l'arrête, je ne comprends toujours pas. Horner nous explique que c'était la meilleure décision, mais quand tu viens de mettre 4 tours avant des softs qui ont du coup 2 tours de rodage, qui tiennent depuis le début du Grand Prix, on le voit en plus, ils tiennent ces softs, et que les McLaren vont mettre des softs rodés également, en s'arrêtant, pourquoi tu ne tentes pas, avec le fait qu'il va rester 6 ou 7 tours à la fin, de garder juste l'avantage de la track position? Parce que Barcelone, c'est pas Monaco. Barcelone n'est pas Monaco, mais Verstappen, en termes de défense, sait se défendre pendant 6 tours. Donc, au moins, tu le tentes. Et derrière, au pire des cas, si tu le tentes et que tu termines... tu finis 3ème. Non. Tu ne finiras pas derrière Leclerc. Tu sais pas. Si tu le tentes et que tu termines 7. Mais pourquoi tu terminerais 7 alors Parce que tes pneus ne pourraient pas peut-être attaquer sur... Mais ils auraient le même capital que les autres. Il n'y a que Hülkenberg qui aurait pu faire quelque chose contre lui. Il y avait quoi ? Il y avait 6 tours du coup. 6 tours sur ses gommes. À partir du moment où pendant 6 tours, sur les 6 premiers tours de ton dernier stint, t'es quand même en attaque. Puisqu'à ce moment-là, la stratégie de faire un arrêt de plus, c'est justement d'avoir un meilleur rythme pour pouvoir revenir sur McLaren. T'as déjà usé le capital pneumatique. Je vais reprendre une déclaration de Nico Hülkenberg qui disait... Hamilton, j'ai pu aussi le dépasser parce que j'ai été éliminé en Q1, que j'avais un train de pneumatique tendre supplémentaire neuf, contrairement à celui d'Hamilton qui était rodé, et qu'en fait à Barcelone, la différence entre un pneumatique rodé, même s'il a 2 tours de rodage, et un pneumatique neuf, il est trop important à Barcelone. Et c'est ce qui lui a permis de dépasser Hamilton avec une telle facilité, en disant que le jus que tu uses justement en tout début de relais sur un pneu neuf, tu l'uses beaucoup trop rapidement. Donc en fait, je me suis posé la question comme toi, pourquoi l'avoir arrêté ? Mais à Monaco, c'est trop risqué. Je me souviens d'une victoire de Hamilton avec un arrêt de plus à Barcelone, bien sûr. Une victoire d'Hamilton où justement il dépasse Verstappen en toute fin de course, justement 2021. Avec un arrêt supplémentaire en s'arrêtant en fin de course. Je pense qu'il y avait plus de risques. Et la preuve, finalement, Verstappen, il franchit la ligne d'arrivée en 5e position, 4e position. C'est ça, 4e. Non, derrière Russell, il le laisse passer. Ok, donc 5e. Oui, t'as raison. Il franchit la ligne d'arrivée en 5e position. T'étais 3, tu termines 5. Je ne sais pas si avec les tendres, en étant premier, sachant que t'arrives aussi, tu connais Max Verstappen quand tu te bats face à un concurrent pour le titre, Lando Norris, rien ne dit. Alors là, c'est vraiment une immense supposition, mais t'aurais pu aller un peu trop loin, prendre une pénalité. Enfin bref, c'est pas aussi évident que cela, le fait de ne pas arrêter Max Verstappen. Moi, je pars du principe que les Norris, Piastri, Leclerc, Russell, ils mettent des rodés derrière. Ce qui veut dire que dans tous les cas, il y a grand maximum. Il y a rodé. Hein. Ah oui, mais c'est pas pareil. Rodé, ça veut dire quoi ? Là, grosso modo. Quand tu sors en. C'est pas le tour de qualif. Par exemple, Max Verstappen, donc tu l'as dit, le train de soft, le dernier train de soft dont il disposait, en tout cas qu'il avait chaussé avant l'intervention de la safety car, il avait 6 tours dessus. Il lui restait un train de soft sur lequel je crois il avait fait 3 tours de qualification et 3 tours de mise en grille. Donc on imagine 3 tours de qualification. Il avait largement attaqué, notamment sur au moins un tour, en tout cas sur ce train-là. C'est peut-être différent, on va dire, des pilotes de devant qui avaient peut-être 2-3 tours en tout cas sur le. Mais rodé, encore une fois, la définition du terme rodé, quand on voit le graphique Pirelli, qu'on voit juste pneumatique neuf et pneumatique déjà usé, un pneumatique qui fait un tour en essai libre justement pour lui enlever cette paraffine, c'est un pneumatique qui devient usé sur le graphique Pirelli. Mais quand on dit un pneumatique usé, Norris ou Piastri, je ne sais pas s'ils avaient un tour d'usure justement pour lui enlever la paraffine ou s'ils avaient 12 tours d'usure. Ça on ne le sait pas, donc ça ne veut rien dire en fait. Bien évidemment qu'on ne sait pas, mais en fait, je pense ça entre en considération. Je pense qu'ils sont un peu laissés piéger par le Silverstone de l'année dernière où Max Verstappen a fait un dernier relais super court en hard, où il était remonté sur Lewis Hamilton et avait signé des tours de fou parce qu'il pouvait attaquer comme un sourd sur ses pneus hard et revenir sur Lewis Hamilton. Je sais pas si tu te souviens de ce moment-là où il met justement ses hard neufs et on comprend pas pourquoi, mais c'était pour attaquer. Sauf que... Mais il restait plus de tours. Bah en fait, pas au moment où il s'arrête. Là, c'est juste que la safety car a duré beaucoup de temps quand même par rapport à une voiture qui était dans le bac déjà. Et le coup de vis aussi d'Oscar Piastri.
qui justement dans le dernier tour avant l'entrée de la safety car a décidé de ralentir très largement justement ce rythme, et c'est ce qu'explique Max Verstappen à l'arrivée, même Christian Horner, c'est qu'il a essayé de garder ses gommes en température, ses hards, ou en tout cas de les monter en température, et en fait avec le ralentissement d'Oscar Piastri, il a perdu toute tempée dans ses C'était pneus. injouable, et tous les départs en hard qu'on voit lancés ou arrêtés sont des catastrophes. C'est super dur à gérer, parce que dans tous les cas, dans l'impulsion, et là en plus t'es dans une courbe pour te lancer, mais c'est pas jouable. C'est Et un c'est déjà miracle. miraculeux qu'il l'ait ramené. Dans un monde normal, sa voiture elle termine dans le mur. Hein. Alors incroyable comment il la rattrape. Ouais. Ça c'est clair et net. Mais du coup, pour moi, c'est la première prise de décision qui rend fou Max Verstappen. On peut débattre entre nous Bien sûr. du bien fondé de cette décision. On saura jamais. Mais en fait, on aura jamais de sur ce débat-là, pour conclure, parce que je pense que tu veux passer à Oui, l'étape clairement. suivante, je pense que chez Red Bull, on s'est simplement posé la question, est-ce qu'on garde des pneumatiques tendres usés et bien usés, ou est-ce qu'on met des neufs, C'est ça. même si ce sont des durs? Basta. Après, quand tu relances une course, il te faut des pneus chauds. C'est le principe, Et puis- c'est le truc le plus important. Sur la relance de course, je suis d'accord avec toi, mais une fois le premier tour ou les 2 premiers tours passés, ça allait mieux déjà chez Oui, Verstappen. c'est vrai. Ouais. Ah, c'est le Donc, fait au justement final, de monter ses gommes en problème, température exactement. safety car. Tu savais que tu allais avoir des difficultés. Là, c'est au pilote aussi de gérer la gestion justement de ces températures, même si tu es forcément dépendant de ce que va faire le pilote devant toi, en l'occurrence Oscar Piastri. Enfin, le rythme que va dicter Oscar Piastri. Maintenant, je pense que chez Red Bull, la décision qui a été prise est la moins mauvaise. De l'arrêter, de lui mettre des durs. Le move suivant, parce que c'est une tragédie en plusieurs actes. On a parlé du premier acte, dans ce choix des pneumatiques lors de l'intervention de la safety car. En fait, ils se font piéger aussi d'une stratégie audacieuse qui était prévue bien sûr en trois arrêts. Le deuxième acte, c'est cette bataille avec Charles Leclerc justement sur cette ligne droite. Il n'y a pas eu de réprimande de la part de la direction de course. On rappelle que c'était l'enquête justement qui nous a un petit peu emmené jusqu'au bout de la nuit, parce qu'à ce moment-là, Max Verstappen avait déjà perdu 3 points sur sa super licence. Il risquait en cas de sanction de perdre le dernier point qui lui restait, et donc il aurait pu écoper d'une course de suspension justement en vue du prochain Grand Prix au Canada. Finalement, il n'y a pas eu de réprimande. C'est une décision juste, les gars. Le fait que ni Leclerc ni Verstappen n'aient été réprimandés sur cette bataille sur la ligne droite. En fait, j'ai même pas compris moi l'enquête. le débat, l'enquête. Alors après, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de conséquences, encore une fois. Si jamais, si tu prends un Russell Bottas Imola 2021, le move il est à peu près similaire dans le sens où en fait les deux sont comme ça, et c'est juste qu'à un moment donné il y en a un qui a une roue dans l'herbe et qui percute. L'action est la même, il n'y en a aucun qui a une volonté de quoi que ce soit. Il y a quand même la volonté de Verstappen d'emmener Leclerc, on va dire, dans la partie sale de la piste. Et de Leclerc de rester dans la partie propre et Exactement. de décaler le maximum Verstappen. C'est un fait de course, et C'est un fait de course vicieux entre Complètement. 2 pilotes roublards. Et j'aime autant te dire que normalement pour moi ce qui s'est passé entre Russell et Verstappen derrière aurait dû rester un fait de course. Alors justement, allons-y, puisque... Pardon. Non, mais c'est bien, on va en parler. Sur le premier virage. Ah oui. Le troisième acte, Calme. virage numéro 1 sur le troisième acte, et justement George Russell tente sa chance au virage numéro 1. Les deux pilotes entre guillemets se touchent légèrement, et ça oblige en tout cas Max Verstappen à prendre l'échappatoire, et au moment où il revient sur la piste, il a justement la track position par rapport à Russell, et derrière Red Bull va demander à Max Verstappen de rendre sa place. Regardez l'explication de Christian Horner, c'était hier sur Sky Sports. Hier, fallait être connecté sur Sky Sports F1, les gars, pour suivre justement ce feuilleton Max Verstappen. Christian Horner nous dit: tout semblait indiquer qu'il s'agissait d'une pénalité. Max a donc reçu l'ordre de notre part de rendre sa place, ce qui l'a visiblement contrarié et irrité, car il estimait d'une part qu'on ne lui avait laissé aucune place, et d'autre part que George n'avait pas pleinement contrôlé la situation. Après une conversation avec son ingénieur, il a donc décidé de rendre sa place au virage numéro 5. Là, clairement, les gars, on l'a su après la course. Sur le moment, on n'a pas bien compris. Même, d'ailleurs, pour préparer cette émission, on a mis quelques temps à aller chercher les différentes réactions. En plus, Max a mis du temps à s'exprimer. On n'a pas compris pourquoi Red Bull a demandé à Max Verstappen de rendre la place. La direction de course s'est exprimée justement à l'arrivée de ce Grand Prix en disant on n'avait pas prévu d'ouvrir une enquête, en tout cas concernant ce move. On n'avait pas prévu de demander à Max Verstappen, à contraindre Max Verstappen de rendre sa place. Elle est là l'erreur de Red Bull. Elle est là l'erreur de Red Bull. C'est pas la stratégie pneumatique sur le fait de l'arrêter. Pour moi, c'est le fait de lui avoir demandé de laisser passer George Russell, parce que lorsque tu accomplis un dépassement, il y a un élément qui est
fondamentale justement dans l'accomplissement du dépassement, c'est d'être en totale maîtrise de ton véhicule. Tu parlais tout à l'heure de Sky Sport. Il y a eu une excellente palette d'Anthony Davidson. Justement, qui image après image, que ce soit image au ralenti, à vitesse normale, etc. Et en fait, tu t'aperçois que George Russell, mais parce qu'il est coincé par Charles Leclerc qui est devant lui, sur la trajectoire intérieure, Verstappen est à l'extérieur à l'entrée du virage 1, il perd un petit peu le contrôle de sa monoplace. Il survire à un moment, et c'est ce qui provoque le contact avec Max Verstappen. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le dépassement n'est pas accompli. S'il n'y a pas Leclerc, Russell, il peut freiner beaucoup plus tard. S'il freine beaucoup plus tard, il peut accomplir son dépassement de manière beaucoup plus ferme et beaucoup plus facile, entre guillemets, ou moins compliquée. Là, il n'a à aucun moment accompli son dépassement puisqu'il va terminer sa course sur la voiture de Verstappen. Oui. C'est très léger, mais il y a un contact entre les deux pilotes. C'est ce qui force Verstappen à quitter la piste, à prendre l'échappatoire. C'est vrai que j'ai été surpris d'entendre la radio en demandant à Max Verstappen de laisser passer George Russell dans un premier temps. Et j'ai été tout autant surpris que chez Red Bull, on se soit posé la question, c'est peut-être ça le problème, en se disant, on va donner cette information à Max Verstappen parce que potentiellement, il y a une pénalité. Est-ce qu'ils se sont aussi dit ça parce que Verstappen, il a un passif ? Et également parce qu'on sort de safety car avec 5 secondes, ça peut coûter 5 places. Ah mais t'as vu que si tu prends 5 secondes, à ce moment-là, ça peut coûter très très cher. Et en l'occurrence, les 10 secondes qu'il a pris ont coûté très très cher. Et ce que dit Horner, c'est qu'il dit en fait, on a du mal à comprendre cette règle. Ils avaient peur en fait, voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils avaient peur en fait d'une pénalité qui ait des conséquences terribles pour Max Verstappen. Et il dit même qu'il y aurait eu des échanges avec la direction de course pour savoir si Max était susceptible d'être pénalisé ou s'il fallait rendre la place. C'est une mesure de précaution parce que selon Christian Horner, la réponse à ce moment-là de la direction de course n'est pas claire et ne veulent pas prendre de risque en tout cas. Mais on voit bien en tout cas qu'il y a un flou autour de cette règle, il y a un flou autour des règlements, ou en tout cas dans l'interprétation de certaines écuries aussi. Mais je sais pas, moi je comprends pas Red Bull du tout. Là-dessus, je vois pas comment il y a un flou dans le sens où il est devant. Donc s'il est devant, comme le dit Hamza, il faut que le dépassement soit maîtrisé pour être entre guillemets validé. Il ne l'est pas, il y a survirage de George Russell. Ça oblige, puisqu'il y a contact, Max Verstappen à aller à l'extérieur. L'aileron avant de George Russell est à minima à hauteur, mais pas devant. Et il y a contact. C'est Russell qui amène le contact. Max Verstappen suit l'échappatoire demandé et il se trouve, alors cet échappatoire, il faut en reparler, mais il te fait sortir mieux. Ah oui, on l'a vu avec Hülkenberg. Parce qu'en fait, il y a une jurisprudence Hülkenberg aussi sur le début de course. En fait, le problème de cet échappatoire, c'est que je pense que lorsqu'ils ont créé cet échappatoire, ils se sont dit, l'échappatoire va faire perdre du temps, mais de l'entrée de l'échappatoire à la sortie de l'échappatoire. Sauf qu'en fait, l'entrée, ça veut rien dire. Parce qu'il y en a qui... C'est pas qu'ils coupent le début de l'échappatoire, mais lorsque tu arrives, prenons l'exemple de Verstappen, ou même Hülkenberg, tu l'as cité, lorsque tu arrives à l'extérieur du virage 1 et que tu prends l'échappatoire, en fait, naturellement, lorsque tu vas te déporter, tu vas conduire et tu vas essayer de réduire la distance pour atteindre cet échappatoire. Tu as un premier virage que tu oublies en fait. Exactement. T'as un premier droite, tu l'oublies. Il n'existe pas. Donc en fait, tu vas tout droit. Et derrière, il y a une légère courbe pour atteindre, pour retrouver la piste. Tu lâches ton frein, donc automatiquement, en fait, derrière, tu te retrouves sur une position où tu peux réaccélérer beaucoup plus tôt. Tandis que les autres ont un gauche puis un droite à faire. Alors qu'eux, ils ont que le grand droite à faire. Donc, bref, c'est problématique. Je pense que ce qui serait quand même bien, c'est qu'il y ait des plots sur l'échappatoire où entre guillemets, comme à Monza. Ou à Sochi. Non, mais, avec Alonso. Mais à l'échappatoire de Monza, quand tu tires tout droit à la première, en aucun cas, tu ressors devant. En aucun cas. Il faudrait quand même qu'il y ait un calcul pour que ça passe. Mais bon, bref, passons. On revient sur Max à ce moment-là. Il faut aussi se dire que, moi je trouve que la communication aussi de Lambiadze pour une fois est pas bonne. Parce que toute la course, Max, c'est pas comme s'il était mal luné dès le matin. Hein. Alors après, ils refont des blagues sur Monaco 72, etc. Les boîtes de vitesse. 74. Ils sont encore... il est en mode Max classique. Et... quand il se passe ce qui se passe, Max, il est focus sur une chose, c'est Charles m'est rentré dedans. Il faut que Charles me rende la position parce que Charles m'est rentré dedans. On n'a pas toutes les radios, je suis bien d'accord. Mais ce qu'on lui répond derrière, c'est il faut que tu rendes la position à Russell. Incompréhension. C'est-à-dire que lui, en fait, il se dit je vais être troisième parce que en fait, Charles m'a touché.
Et là, on lui dit, non seulement t'as été percuté par George Russell, qui a surviré, et t'as pris l'échappatoire en respectant les règles, ce qui est quand même pas forcément son habitude sur tout non plus, tu vois, de respecter exactement parfaitement le truc. Et derrière, on lui dit, non, en fait, on va pas te rendre pour être 3, tu vas rendre pour être 5. Donc à ce moment-là, en sachant que c'est lui qui estime avoir été percuté, je suis pas en train de justifier son acte, je suis en train de comprendre le dégoupillage. Non, oui, bien sûr. C'est qu'à ce moment-là, quand il te reste 7 tours de course, que tu jouais à la victoire toute la course, que dans ta tête, puisque visiblement on n'est pas d'accord avec Hamza là-dessus, que dans ta tête, tu comprends absolument pas pourquoi ton équipe vient de mettre des durs, parce que du coup tu n'as aucune chance de jouer la victoire, que Charles Leclerc vient te taper, selon lui, dans sa tête encore une fois, que George Russell vient te taper, que tu restes sur l'extérieur, et qu'en plus de ça, il faut que tu rendes à Russell, bah, à un moment donné, il dit, puisque c'est comme ça, en fait, si moi, en fait, je suis pénalisé parce que Russell m'a tapé, Russell va être pénalisé si je vais le taper. Donc, je leur laisse passer, je claque, et merci, monsieur, dame. C'est du découpillage, c'est du Vettel-Hamilton-Azerbaïdjan. La différence, c'est que Verstappen et son passif le pénalisent beaucoup plus dans l'esprit que Vettel, où Vettel avait une image de pilote quand même depuis quelques années, qui ne faisait pas de... Non, mais je parle depuis... Non, mais post-Weber. Ça, c'est un... Non, mais c'est même pas ça. On en parlera après, parce que moi, j'ai pas terminé juste sur le Russell, le virage 1. Ouais. En fait, Russell-Verstappen, pour moi, et elle est là l'erreur de Red Bull, on n'est même pas dans une zone grise ou dans une zone qui est sujet à interprétation. Oui. C'est binaire. Voilà, pour moi, en fait, à aucun moment, il y a une situation où, après, je pense aussi que si ce scénario arrive au 10e tour, comme il y a beaucoup plus de tours encore à effectuer, t'es pas dans l'urgence de demander à ton pilote de laisser passer. Tu peux laisser 5 tours, peut-être analyser beaucoup plus... Ouais, mieux analyser la situation avec plus de rigueur, voir toutes les caméras exactement pour voir si oui ou non Verstappen est en faute. Je pense qu'elle est là. Et puis ensuite, il y a l'accrochage. Je pense qu'il y a... Enfin, déjà, je te pose la question de Brice, mais je pense qu'on est d'accord. La question d'intentionnalité, elle est claire. Elle l'était pas sur le direct, dans le sens où en fait tu peux le voir de deux manières. Tu peux le voir en mode Abu Dhabi, Jeddah, ou en fait, ou même justement Belgique 2007, où en fait tu relaisses juste passer le capot avant pour repasser derrière, et au final, si tu arrives à emmener de la vitesse à l'intérieur là, bah, l'autre il est sans défense, on va dire. Et tu peux le voir en mode je me venge et je dégoupille. Moi, pour être honnête, sur le direct, à aucun moment je me suis posé. Moi, c'est justement après la course, c'est même pas en regardant les ralentis, c'est bien après la course, à froid, où je me dis, effectivement, il y a eu cette volonté, comme en Arabie Saoudite, ou comme le Hamilton Raikkonen, à Spa, 2007, de laisser passer tout de suite pour en profiter, être cheeky. Mais justement, et moi, j'ai eu les deux versions dans ma tête, et en fait, j'avais pas envie de me laisser influencer par ce qu'on peut penser de Max, tu vois. Et derrière, il a suffi de 2 réactions au micro de Sky Sport pour que je comprenne qu'il n'était absolument pas question de stratégie là-dedans et qu'il était simplement une question de j'ai pété un câble. Et bien justement, regardez ce que vous avez peut-être manqué hier sur Sky Sport, il fallait vraiment être connecté sur Sky Sport F1. Déjà, il y a Nico Rosberg en consultant qui donne son avis. Il dit il a été antisportif, il aurait dû être disqualifié. La direction de course aurait dû lui présenter un drapeau noir. Réaction de Max Verstappen dans la foulée qui dit une disqualification, c'est son avis. Chacun peut avoir son avis. Non, ce n'était pas une manœuvre délibérée. Je pense que c'était une erreur de jugement. Honnêtement, je pense que le plus gros problème que nous rencontrons, ce sont les standards de course, ce qui est autorisé et ce qui n'est pas très naturel, et c'est assez frustrant, et parfois cela joue en votre faveur, parfois contre vous, et aujourd'hui cela a joué contre moi. George Russell qui rajoute par-dessus, ma perspective est qu'il m'a foncé dedans, personne ne sait pourquoi, quelle était la réflexion derrière, à la fin je suis content de pouvoir continuer sans dégâts, et il s'est puni plus qu'il m'a puni. J'ai été aussi surpris que vous, j'ai déjà vu ce genre de manœuvre dans des jeux vidéo et en karting, mais jamais en F1. Ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse. Réaction de Max Verstappen dans la foulée. Ok, eh bien j'apporterai des mouchoirs la prochaine fois. Russell a son opinion sur l'incident et moi j'ai la mienne. Norris aussi,
Oui. En cool room, Mario Kart. il parle de Mario Kart. Hein. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Donc, Ouais. tu Avec vois, un grand sourire, ouais. un peu taquin. Dernière Pour une fois que c'est réaction. pas lui qui subit ça. Ouais, surtout. Je veux te dire. Dernière réaction, c'était sur la F1 TV. Toto Wolff qui a voulu apaiser un peu les choses, le gentleman. Mais on va pas croire un mot de ce qu'il dit. Il dit, je veux dire que c'était un coup de rage au volant, ce que je n'ose pas croire parce que c'était trop évident, ce n'est pas bon. Mais le fait est que je ne sais pas ce qu'il visait. Voulait-il laisser passer George et repasser immédiatement ? Pour moi, c'est tout simplement incompréhensible, mais encore une fois, je ne sais pas exactement quelles étaient les motivations et je ne veux pas juger et dire que c'est un acte de rage. Voyons quels sont ses arguments, mais ce n'était pas bien. En fait, ce qui est assez troublant dans cet acte, les gars, c'est que déjà Max Verstappen est incriminé, comme tu l'as dit, il y a un passif. L'acte se déroule aussi également en 2 temps, c'est-à-dire que d'abord il ralentit, il ouvre la trajectoire à George Russell, et t'as l'impression que dans un deuxième temps, il craque complet. Ça rappelle même un petit peu du Michael Schumacher, je trouve, dans le texte. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié l'idée, mais non, bah écoute. Et oui, et aussi le contentieux, les gars, ça c'est quand même un élément de contexte. Alors, c'est peut-être un argument de journaliste ou d'observateur, mais on connaît le contentieux aussi entre George Russell et Max Verstappen. Est-ce que ça a pu jouer à un moment donné ? Le contentieux et le fait que ce soit Max Verstappen, c'est secondaire. Ouais. J'estime que lorsque tu dois juger un acte, tu juges l'acte. Et en l'occurrence, sur cet Dans la acte, tête de Max, je pense qu'il veut dire. il y a une. Pas dans la tête du jugement, je veux dire. Ok. Enfin, Oui, bien sûr, dans la tête de Max. Dans la manière d'appréhender le mouvement. Ah, en plus, c'est George. Qu'est-ce qui le fait dégoupiller en bout de ligne, avec, tu vois, des arguments en plus de tout ce que vous avez dit Je sur pense les que, pneus, sur. moi, c'est plus la radio et le fait qu'on lui demande de passer 5e alors que selon lui, il doit être 3e à ce moment-là. Mais pour revenir sur le geste, l'intentionnalité tout à l'heure, c'est pour ça pourquoi j'étais en désaccord un peu avec ce que tu disais, mais c'était pas vraiment sur la même chose quand tu évoquais Sébastien Vettel et Bakou 2017. Vettel, on va le rappeler, il prend 10 secondes de stop and go. Oui, c'est vrai. Intentionnalité, sous voiture de sécurité, tu percutes volontairement Hamilton, tu prends 10 secondes de stop and go. C'est la pire pénalité qui puisse exister en Formule 1, à part la disqualification. Est indiscutable. T'es en voiture de sécurité. Mais là, enfin, ok. À mes yeux, elle est pas discutable non plus. Mais en fait, tu peux pas le prouver. T'es en pleine course et si il invoque l'argument devant les commissaires, j'ai voulu le laisser passer et attaquer et j'ai fait une erreur de jugement, en fait, il peut toujours semer le doute. D'accord. Et du coup prendre 10 secondes. Alors l'erreur, c'est indiscutable. L'erreur dans ces cas-là sur le jugement, c'est d'avoir voulu prendre une décision avant la fin de la course. Et ne pas avoir voulu prendre le temps d'écouter Max Verstappen. Parce que là, on est sur une situation grave. On est sur une situation... Nico Rosberg parle de disqualification de drapeau noir. Davidson parle de disqualification de drapeau noir. C'est vrai, t'as raison. Et il y a un propos aussi que je reprends de Julian Palmer qui dit on ne peut pas utiliser sa voiture comme une arme. Et en fait, tu te rends compte que c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, que Verstappen, au moment du jugement, vienne et te dise non, mais en fait, il y a une incompréhension, j'ai voulu, et qu'il soit menteur. C'est son droit. Par contre, tu peux te laisser piéger par un mensonge et du coup, dans ces cas-là, ne pas pouvoir prouver l'intentionnalité et par conséquent ne pas mettre une grosse pénalité, mais tu ne peux pas laisser la possibilité au pilote de ne pas donner ce mensonge. Puisque là, l'intentionnalité, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est présente. Si Verstappen, pour se défendre, dit il n'y a pas d'intention, effectivement, Brice, tu ne peux pas prouver, tu ne peux plus prouver l'intentionnalité. Mais là, il n'y a même pas eu la possibilité d'offrir à Max de dire ce n'était pas intentionnel ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'ils ont pénalité. L'acte. C'est pas assez pour toi, 10 secondes. 10 secondes de pénalité, c'est ce que prend George Russell pour couper une chicane à Monaco. C'est vrai. Pardon, volontairement aussi. Un geste complètement antisportif. Oui, un geste antisportif, mais pas dans la sécurité, quoi. Qui n'a aucune conséquence sur la sécurité. Oui. Mais je pense là, si Russell il abandonne, on fait quoi ? Je pense que le drapeau noir est beaucoup plus évident d'un coup. Pour toi, Encore une fois, la conséquence. Le drapeau noir aurait été pour toi la solution ? Sincèrement, moi, le drapeau noir, ça m'est jamais venu à l'esprit. C'est au moment d'écouter Russell, d'écouter les anciens pilotes où j'ai commencé à me dire ah ouais, peut-être. Mais le minimum, c'était le 10 secondes de stop and go que Vettel prend en 2017. Moi, il m'est venu le drapeau noir. À partir du moment, mais encore une fois, c'est une question de perspective. Si tu juges intentionnel la manœuvre, le drapeau noir, il est inévitable. Parce qu'en fait, ça, c'est pas de la course.
et que derrière Max vienne se justifier en disant il faut revoir nos standards de course, alors que 15 secondes avant, il dit Charles m'a touché dans la ligne droite alors qu'il y a un contact qui est minime et qu'il ne s'est rien passé en termes d'intentionnalité, tu peux pas non plus... En fait, tu peux prêcher ce que tu veux et lui prêche toujours pour des courses qui ressemblent davantage à du kart. Ou parfois à du stock car. C'est ce que dit d'ailleurs Russell. Il dit ça, je le vois. C'est une manœuvre que je vois en karting ou en simulateur. En fait, il prêche. Sur les jeux vidéo, il dit. Ouais. Il prêche pour les manœuvres que lui impose dans sa royauté, on va dire, tu vois. Ça dit son diktat, hein, là, Oui, pour oui. le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, tu peux pas venir te plaindre que Charles a touché Max. T'a touché. Oui. C'est-à-dire que si tu veux revoir les standards de course, T'es pas constant. sois un minimum linéaire sur ce que tu veux. Mais ça veut dire que concrètement, un coup de rond en ligne droite qui n'a aucune conséquence, tu dois y être préparé si toi dans ta tête c'est Destruction Derby la course. Il a été convoqué par la direction de course à l'arrivée. Il a boudé les médias, il a boudé Canal+, par exemple. Il a accepté de répondre aux questions de Sky Sports. Enfin, accepter de répondre aux questions de Sky Sports, c'était assez sommaire. Accepter de pas répondre. Sur les réponses. Bon, après, on juge la communication. Là, nous, on est là pour parler de sport, mais ça montre peut-être un petit aveu de culpabilité. Mine de rien, les gars, il y a une conséquence à tout ça pour Max Verstappen. Il ne lui reste plus qu'un point sur sa super licence. Et surtout, il termine 10e, alors que vous l'avez dit, pendant les trois quarts de la course, il pouvait espérer la gagne, même s'il pouvait plus espérer, on va dire, un podium qu'une véritable victoire. Il se retrouve à 49 points désormais d'Oscar Piastri. Est-ce que il n'y a pas l'idée aussi que le titre lui échappe? Non, dans le sens où on a parlé... Alors, Hamza, il va me dire que non, mais on a parlé de titre pour Lando Norris à Singapour, alors qu'il y avait beaucoup plus de points d'écart que ça, en fait. Donc, non, il ne lui échappe pas, et enterrer Max Verstappen est une chose, je pense, folle à faire. La seule chose, et on y viendra dans le deuxième enseignement, c'est que la fameuse menace qui planait sur McLaren en termes de meilleure voiture... un coup d'épée dans l'eau et on a encore un doublé ce week-end. C'est là en soi, plus que dans l'écart de points, que je vois que Max Verstappen est un peu moins un candidat au titre. Néanmoins, je suis pas à l'abri, parce qu'à Imola, visiblement la voiture était quand même un peu meilleure. Je suis pas à l'abri d'une nouvelle salve d'évolution qui fonctionne chez Red Bull, d'une première salve qui fonctionne pas chez McLaren, etc., etc. Et que lui, là, pour moi, c'est simplement la première course depuis le début de l'année où il n'a pas réussi à faire du max et du coup à mettre les points qu'il fallait pour rester au contact. Là, il va falloir qu'il rattrape cette course. Il était à 25 points avant et pour moi, il était dans une position d'arbitre vraiment là pour récupérer ce qu'il y avait à récupérer du combat de devant. Là, il nous a fait une Tony Chaperon. Il est dégoupillé. Tu sais, je repense à une déclaration de Russell en fin de saison dernière. Quand ça ne va pas dans le sens de Max, il a dit il laisse éclater une colère qui s'apparente à de la violence. On est là-dedans. Pour moi, on est là-dedans. Max Verstappen qui a dit hier, il n'y a que vous les journalistes qui dit, enfin, il n'y a que vous qui expliquez que je joue le titre. Moi, je vous le dis, enfin, info, intox, encore une fois, il avait l'air dans un état assez agacé, assez énervé. Lui dit en tout cas que le championnat c'est cuit. Après, écoute, on le croit ou on le croit pas. En tout cas, on suivra ça. 49 points sur Oscar Piastri. C'est vrai que là, l'écart 43 quand même d'avance sur Leclerc. Donc, et il est plus proche de oui, t'as Leclerc raison. que de Piastri. C'est ça. Enfin, 49 points après 9 courses dans un système à 25 points la victoire, je suis désolé, c'est pas si gros. Hein. Enfin, c'est pas Ah loin. non, mais personne ne l'élimine de la course. Non, Personne ne l'élimine, mais il y a... Disons que quand t'as pas la meilleure voiture, tu dois C'est faire ça. une saison parfaite. Tu dois faire Alonso 2012. ça. Et Et là, ça lui coûte quand même très très cher. Ça coûte Parce que 24 points sur Oscar Piastri tu hier, peux quoi. tu peux quand même sortir normalement hier avec allez, 10 points minimum, 10 points assurés. Peut-être 12, mais 10. Normalement, hier, tu peux sortir avec 35 points de retard et pas 50. tu vois. Et- C'est ça. Non, mais c'est pas à la partir même. de la safety car, moi je pars du principe effectivement que le podium c'était compliqué, Ouais. que Leclerc était passé, mais tu termines avec une 5e place. Parce que toi, tu pars du principe que les hards sont pas une erreur. Moi, je pars du principe que c'est une erreur. Mais c'est pour ça, c'est une question de perspective. Moi, je me dis que si. Oui, ils mais avaient les pas hards, fait c'est une ça- erreur de l'équipe. Là, c'est une erreur du pire. Enfin, Verstappen qui découpille, pour moi, on Oui, est. derrière, ouais. Oui, oui. Red Bull qui se trompe, ça arrive, c'est du sport. T'es pas obligé. Hamilton, oui, oui. Verstappen qui choisit de rentrer volontairement sur un pilote et du coup d'être pénalisé, pas assez lourdement à mon goût, mais d'être pénalisé de 10 secondes, ce qui lui coûte 9 points par rapport à la 5e place, c'est une erreur du pilote. Et une erreur qui n'est même pas dans le cadre du sport. C'est vrai. C'est la gestion des émotions.
Mais en attendant, ces émotions l'ont fait passer d'une potentielle victoire, si quelque chose avait été bien géré, à une 10e place. Le rythme n'était pas là pour jouer la victoire. En attendant, la stratégie l'était pour tenter quelque chose. Et avant la safety car, il n'est qu'à 6 secondes ou 7 secondes d'Oscar Piastri. Donc tout est encore jouable. Oui, mais ce ne sont pas les émotions qui le font passer de premier à 10e. Encore une fois. Non, c'est une suite de choses qui l'ont fait dégoupiller, c'est bien ce qu'on dit. Mais je pense que Red Bull a une grosse part là-dedans. Et que derrière, Max a terminé le sabotage. Je suis pas d'accord. En tout cas, ils ne sont pas d'accord en plateau et c'est à vous de les mettre d'accord. Vous continuez cette discussion en commentaire de cette vidéo justement. Est-ce que vous êtes plus Team Brice ou Team Hamza? Quel est votre avis? Vous nous dites tout et on aura l'occasion justement de poursuivre ce débat avec vous. Deuxième enseignement, Barcelone. Un circuit particulier, circuit ancien, circuit test, toujours un circuit test bien sûr, mais on a tendance à dire que à Barcelone, on peut tirer des enseignements sur le reste de la saison et d'autant plus avec ces nouveaux tests de flexibilité concernant notamment les ailerons avant. C'était annoncé par la FIA, ils devaient être justement plus stricts ces tests de flexibilité et ils n'ont absolument rien changé, ils n'ont pas bouleversé la hiérarchie et pourtant c'était attendu. D'ailleurs la FIA a réagi et a dit que ces tests de flexibilité plus stricts, s'ils ne suffisent pas dans ces cas-là, ils pourraient faire en cours de saison des tests dynamiques, c'est-à-dire en regardant les caméras et à partir de la caméra regarder cet angle d'ouverture justement sur les ailerons avant et arrière cette fois-ci. Pas d'effet sur la hiérarchie en piste. 3e doublé de McLaren dans cette saison 2025. 5e victoire d'Oscar Piastri. Du côté de chez Ferrari, qui était aussi l'autre équipe concernée par ces ailerons très flexibles. Leclerc a sacrifié sa qualif, on va y revenir. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a de réels progrès du côté de la Scuderia? Et puis un autre enseignement qui saute aux yeux, c'est Mercedes. L'été sera brûlant parce que Mercedes a été victime de surchauffe. On l'a vu hier avec notamment l'abandon d'Andrea Kimi Antonelli et puis aussi également difficultés de rythme à certains moments de George Russell. Les gars, cette histoire d'aileron flexible, tiens, je vous donne juste une petite quote, c'est celle de Lewis Hamilton, c'était juste après les qualifs au site motorsport.com. Il dit: l'équilibre n'est certainement pas aussi bon qu'avant, mais cela n'a pas changé grand chose à la hiérarchie. Quel gaspillage d'argent! C'est un gaspillage d'argent pour tout le monde, cela n'a littéralement rien changé. Les ailerons de tout le monde se plient encore, alors disons la moitié de la flexion à l'avant et tout le monde a dû en fabriquer de nouveau et dépenser plus d'argent. C'est absurde, c'est comme ça et on continue quand même. J'ai piloté la voiture sur simulateur et c'est quasiment pareil en vrai. Un peu de survirage à haute vitesse. Nous aurions dû donner tout cet argent à une œuvre caritative. Je sais, on gaspille de l'argent en F1, mais là c'est complètement absurde parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que pour contourner ces nouveaux tests, on a rajouté des petites pièces sur ces ailerons avant qui continuent à se déformer. Je crois que pour l'anecdote, McLaren aurait investi 50 pounds, une pièce à 50 pounds pour justement changer voilà, en tout cas passer les tests sur l'aileron avant. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu justement des conséquences ou non conséquences de cette directive technique? Non, moi c'est pas les conséquences, c'est le test qui me fout droit de rire en fait. On pose 100 kilos sur l'aileron. Non, en 1947 ou quoi là on va prendre du plomb, le pose sur l'aileron et on regarde la flexion de l'aileron. Comme si du poids pur était similaire à l'aérodynamique. Mais si c'était ça, en fait, les souffleries ne serviraient à rien. Je comprends. Enfin, évidemment qu'il faut faire les tests en conditions dynamiques. Bien sûr. On n'a rien appris en automobile du Dieselgate de Volkswagen ou quoi? C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. On n'a rien pour ceux qui savent pas, à ce moment-là, le calculateur de Volkswagen détectait les tests anti-pollution dans la manière dont la voiture était mise en service, et à partir de là, en fait, sacrifiait l'efficacité de la voiture pour justement atteindre les tests anti-pollution. Mais du coup, elle avait un mode test, cette voiture, alors qu'en fait, elle polluait 15 fois plus que prévu. Mais là, c'est pareil. Si, à partir du moment où tu connais les conditions du test, c'est exactement comme si t'as un partiel ou un contrôle, ce que tu veux, un examen, et qu'on te donne le sujet avant. Je suis désolé, mais du coup, je vais réviser que ça, tu vois. Ah, complètement. Et je vais sur même pas le sujet, même toutes les questions. T'as toutes les questions avant. C'est-à-dire que c'est même pas le sujet, c'est juste exactement ce qu'il faut faire. Oui, on a vu exactement les mêmes flexions.
Et encore une fois, la FIA se retrouve. Oh, bon, dis donc, on n'a pas réussi, tiens. On n'a pas réussi à les avoir. Pourquoi la FIA a un accent Belge. Lorrain, plutôt Lorrain. Non, pas de problème avec, Non, avec nos amis messins, notamment. Non. Il remonte en plus. En plus. C'est de l'ascenseur social qui fait que monter et descendre. Non. Et du coup, bien évidemment qu'il faut des tests en dynamique. Mais là, encore une fois, on t'annonce comment ça va être fait. Donc, du coup, ils vont le faire à la caméra. Mais qui te dit qu'ils vont pas réussir à trouver un moyen pour que la caméra se rehausse? Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'en ai marre que la FIA ne soit pas capable d'aller piéger, non pas les tricheurs, mais ceux qui savent trop tirer avantage du truc. Les tricheurs ont toujours une longueur d'avance sur les régulateurs, on le voit dans tous les sports. C'est pas de la triche, encore une fois. Oui, bien sûr, mais... C'est pour ça que j'ai pas envie d'utiliser ce mot tricheur, mais c'est plus le côté, on voit qu'il y a quand même une affaire à ce niveau-là, du coup, on a envie de régler le problème. Mais t'arrives avec un test, pardonne-moi, mais un enfant de 7 ans aurait pu le comprendre, ce test. Pour voir si c'est flexible, on va sauter dessus. Bah ouais, et derrière tu poses un autocollant dessus. Et Badger FIA, tu sais, c'est comme le livre de Manu, Badger pistonné. Non mais on est où? Sauf que là c'est carré. La Formule 1 en 80 tours, Badger pistonné, validé par les pistonnés. Allez-y les gars, il en reste encore que quelques-uns. L'éditeur il va t'appeler, j'avais pas prévu de recommander. Le logo de toujours. Non mais ça pour dire, je trouve le test un peu con. Et du coup, la grande révolution, non pas qu'il en faille une en soi, si Mercedes a trouvé quelque chose, tant mieux, McLaren, tant mieux, tu vois. Mais si on décide que ça, c'est pas normal, arrivez quand même un peu préparés, les mecs, pour stopper ça. Hamza, ton avis, tu peux le balancer. Il essaie, il arrive pas. Tu peux le balancer, t'inquiète, c'est pas grave. C'est un livre de qualité quand même. La pire promo, il était dans le décor, il en parle, il est plus dans le décor. Justement, Hamza, ton avis justement sur cette régulation dont on en attendait beaucoup et qui a accouché complètement d'une souris. C'est ce que je disais un peu la semaine dernière, je crois. Tu les as prévenus il y a 3 mois, donc ok. Au fait, je vais vous demander combien font 5 et 6. En fait, s'il y a une zone grise et que tu estimes que tu es en train de jouer avec le règlement et qu'on te prend pour un idiot, en fait, tout de suite, tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et t'inquiète pas que pour la performance, on va se creuser la tête chez McLaren ou chez les autres potentiellement visés pour dire en fait, comme on nous a interdit ça, on va trouver une solution pour que la voiture marche. Tu vois, ou pour au moins limiter les dégâts pendant un temps et puis ensuite pour que la voiture marche. Donc franchement, je sais pas, on en fait beaucoup, je trouve. Depuis 3 mois, on parle, et moi le premier, on parle de cette directive technique. Au final, ça sert à rien. Mais parce que les acteurs en ont parlé. Christian Horner nous a dit que c'était un énorme game changer, que McLaren devait profiter, que Lando Norris devait faire c'est la pression mise à McLaren. Encore une fois, moi, en fait, j'ai encore du mal à mesurer l'influence, d'avoir un avis définitif sur l'influence de cette directive. Parce que Verstappen joue la victoire toute la course jusqu'à la safety car, mais il joue la victoire aussi, surtout parce qu'il y a une stratégie différente à 3 arrêts. Tu vois, est-ce que sur la même stratégie que McLaren, il parvient à rester dans la lutte? Je sais pas, on le sait pas. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as quand même l'impression d'avoir une McLaren qui reste devant. D'ailleurs, alors, ça veut tout et rien dire, parce qu'il y a aussi la distance de la piste, le chrono pour faire ce tour de qualif, mais Barcelone, c'est 2 dixièmes d'écart entre le premier et le deuxième, c'est le plus gros écart depuis le début de la saison. Exactement. Après, c'est Barcelone. Alors justement, venons sur l'aspect Barcelone. Les gars, on peut commencer à tirer des premiers bilans. La domination de McLaren, on l'a encore vu ce week-end. J'étais étonné, je pensais qu'il y avait eu beaucoup plus de doublés McLaren depuis le début de cette saison. C'est le 3e, en tout cas au bout de la 9e course. 5e victoire de Oscar Piastri. Pareil dans ce championnat. Où en est, selon vous, Ferrari? Enfin, c'est quoi un peu les bilans que vous tirez? On le rappelle, sur un circuit, même s'il a changé au niveau du 3e secteur, qui nous offre à peu près toutes les typologies de types de virages qu'on peut retrouver tout au long d'une saison. Bahreïn est un poil plus représentatif maintenant de ce qu'est parce que mine de rien, ce dernier virage enlève tout virage lent. Ouais, aujourd'hui, c'est un circuit avec des virages rapides. On en parlera avec l'enseignement Sauber. Il a gagné quoi, 10 secondes ce circuit Facile, je pense. Quand tu enlèves le T10 et le dernier virage. Alors qu'en termes de distance, tu l'as réduit de très très peu, quelques mètres. Ouais, mais par contre, ça fuse. Au niveau hiérarchie,
Tu sais quand même que McLaren reste devant, que la directive n'a pas changé grand-chose pour l'instant. Tu vois quand même que Ferrari agrandit sa fenêtre d'utilisation parce que maintenant la voiture, elle vaut quelque chose le dimanche, mais il y a quand même encore un relais sur les 3, un relais sur les 2 qui est toujours pas compris de la part de Ferrari. Et souvent, en fait, ce problème-là se répercute en x3 chez Lewis Hamilton. Cependant, la complétude du line-up fait qu'aujourd'hui, ils sont deuxième du championnat du monde et ils arrivent quand même à les ramener à chaque fois, un petit peu comme en 2021, un peu tir groupé, c'est-à-dire 3 et 5, 5 et 6, 4 et 7, un peu mieux que par exemple ce qu'a pu faire Mercedes, où Mercedes c'est un peu tout ou rien, on a l'impression. On a Andrea Kimi Antonelli qui vit une passe difficile depuis le début de ce triple header là. Il est pour rien là. Pas aidé par la fiabilité hier. Mercedes va souffrir de cette fiabilité là parce que on a déjà eu des problèmes sur les blocs Mercedes depuis le début de saison. Ça fait 4 abandons avec Alonso Monaco. Oui. Donc, et en plus de ça, tu sais qu'en termes de dégradation, ils étaient attendus dès le début de saison comme étant une voiture qui allait souffrir sous les grosses chaleurs. C'est la première vraie grosse chaleur qu'on a parce que quoi qu'on en dise, un Grand Prix, même au Moyen-Orient, de nuit, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, quand même, on avait 48 degrés de tempête-piste. Ouais, 48. Ça s'est quand même senti, même si Russell n'était pas très loin. À la régulière, la Ferrari d'Hamilton finissait quand même certainement devant. Ce qui était impensable il y a 3 Grands Prix. Donc, j'ai quand même le sentiment que Max est tellement seul qu'il ne pourra pas ramener autre chose que la 4e place s'il n'y a pas d'évolution de leur côté. Que Mercedes va souffrir cet été, que Ferrari devrait essayer d'en profiter. Mais oui, c'est un peu rebattu. La seule chose qu'on peut constater, c'est que McLaren reste seul au monde. On avait à rajouter là-dessus. Juste un petit mot, les gars, parce qu'on a fait un petit débat sur Ferrari la semaine dernière. On en attendait beaucoup, justement, de Barcelone pour pouvoir juger. Les réactions à l'arrivée, Charles Leclerc sur la F1 TV qui dit « Je suis très heureux, j'ai sacrifié la qualification hier pour avoir de meilleurs pneus aujourd'hui sans savoir si ça fonctionnerait. Et ça a payé, la 4e place aurait été notre position sans la safety car, mais on a été chanceux. Et c'est un podium, j'en suis très content. » Très rapidement, pour revenir sur le premier renseignement et le choix de Red Bull, là, tu t'aperçois quand même que Leclerc préfère sacrifier son dernier tour de Q3 sur une piste qui s'améliore, perdre des positions, il part quoi 7ème je crois, c'est exactement en qualification, ça. Plutôt que potentiellement 3ème, juste pour avoir un train de pneumatiques neuf à disposition. Ça a été anticipé en tout cas de ce côté-là. Et puis Frédéric Vasseur... Ça n'a pas marché. Ils n'arrêtent pas de dire que ça a marché, mais sans ça lui offre le podium quand même. Par rapport à Max non, Verstappen. c'est la safety qui lui offre le podium. Oui, mais il repart avec des pneus soft rodés, sinon les médiums n'étaient pas les bons pneus. Il fallait faire soft, médium, soft s'il n'y avait pas eu de safety car. Donc en soi, tout cas, il a l'avantage de pneumatique par rapport à Max Verstappen au moment de la relance de la safety car. C'est pas minoré. Parce qu'il a des softs rodés à reprendre, mais comme Norris et comme Piastri. Le train qu'ils ont gardé, c'est un train de médium neuf. Ils voulaient le train de soft neuf qu'ils ont gardé, c'est pour le départ de la course. Mais sinon, en neuf, ils avaient soft, médium. Donc du coup, sachant que c'était soft, médium, soft, je suis pas sûr que ça leur ait servi à grand-chose. En fait, à part pour le départ d'avoir des softs 9 et pas rodés, ce qui a mais encore une fois, rodé, ça veut dire quoi? S'il fait un tour en essai libre, finalement, tu prépares ton pneumatique pour le départ. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'équipes partir en ce qu'on appelle rodé, mais juste... Ils ont un tour ou deux dessus. Ils ont fait un tour en essai libre à vitesse réduite. Ça reste un pneumatique neuf. Quand Leclerc parle de neuf, c'est vrai que sur le papier, il n'y a peut-être pas de neuf, mais au départ, c'est un pneumatique rodé peut-être d'un tour, peut-être de 2 tours, neuf. Enfin, on a vu la diff au départ, il arrive au premier virage, il est quasiment 4ème en partant 7ème. Et puis le dernier mot, Frédéric Vasseur. On a une bonne dynamique en ce moment, a-t-il dit sur l'antenne de Canal+ Formula One, même si l'objectif n'est pas la 3e place. Donc on regarde devant pour voir où est McLaren. On a bien progressé sur les 3 dernières courses. On a fait un pari qui a fonctionné aujourd'hui. C'est une bonne course, un autre podium après Monaco. On est de retour dans la lutte au championnat et c'est la 3e course solide consécutive. Ferrari qui reprend la 2e place au constructeur et c'était pas encore dit il y a bien sûr quelques semaines. Juste très rapidement, est-ce que pour vous Ferrari a confirmé les progrès entrevus ces dernières semaines? J'attends, j'ai pas d'avis encore définitif. En fait, mine de rien, on leur tombe dessus à raison ou à tort, j'arrive pas trop à savoir parce que je pense que c'est juste qu'on les voit loin en termes de rythme de la victoire. Mais quand je regarde le nombre de points là, qu'ils mettent depuis, et là je parle vraiment depuis le Japon, c'est 18, 22, 21, 16, 20, 28, 23.
c'est assez régulier. Ça augmente un petit peu sur ce triple header là, mais c'est assez régulier quand même. Contrairement à Mercedes, qui était régulière en début de saison et qui commence à tomber. Contrairement à Red Bull, qui ne dépend que de Max Verstappen. Donc finalement, il y a McLaren, il y a un monde, et derrière, la régularité de Leclerc et Hamilton à l'heure actuelle, à des places d'honneur, voire d'honneur bas, suffit à être deuxième au championnat du monde. Red Bull qui dépend que d'un seul pilote. Un saludo à Kit Kat. On va pas parler de Kit Kat, mais on va parler du célèbre Hülkenberg, l'incroyable Sauber. Ça, c'est la grande surprise de ce week-end. Je sais pas si vous l'aviez vu venir, les gars. Hülkenberg qui avait eu un week-end qui avait pas forcément très bien commencé le samedi. Lui qui a été battu par Gabriel Bortoleto une 5e fois d'ailleurs cette saison en qualification. On l'avait pas forcément précisé. Il partait 16e. Nico Hülkenberg qui a été rusé comme un renard. Eh bien, dans ce départ, notamment en passant par l'échappatoire, comme on l'a expliqué en début d'émission, 5 places de gagné, c'est le meilleur départ en tout cas du côté de l'Espagne. Il y a ce deuxième, alors le premier relais qui a été qui a bien fonctionné avec cette belle bataille avec Fernando Alonso. Le deuxième relais qui a été encore plus impressionnant sur les médiums, 34 tours passés par Nico Hülkenberg et bien sûr sur cette gomme. Et puis l'avantage pneumatique sur la fin de course lorsqu'il est à la bataille avec Hamilton, avec Hadjar. Il dispose d'un train de gomme neuf et ça lui a permis justement de passer ses deux adversaires. Mine de rien pour Nico Hülkenberg, c'est son meilleur résultat personnel depuis le Grand Prix d'Italie 2019, meilleur résultat de Sauber depuis le Grand Prix du Canada 2022. Là encore une fois, cette performance, elle n'est pas anodine. Ça montre que du côté de chez Sauber, on bosse bien, que les évolutions ont des effets et que Sauber n'est pas la dernière force de ce plateau. Non, mais ce qui est inattendu, c'est que personnellement, je pensais que Sauber allait privilégier 2026. Clairement. Faire une croix sur 2025. Offrir 24 courses d'expérience à Gabriel Bortoleto, permettre à Hülkenberg tranquillement de découvrir ce nouvel environnement. Et en fait, non, tu t'aperçois qu'ils sont quand même présents pour ne pas terminer dernier. Alors aujourd'hui, c'est un championnat à 3 pour la dernière place, peut-être à 5 si jamais ils peuvent un peu revenir les 3 du fond, mais c'est quand même totalement inattendu pour moi, parce que c'est vrai qu'on va focaliser beaucoup sur la 5e place de Nico Hülkenberg, mais Bortoleto n'est pas loin des points. Sans la safety car, il aurait pu jouer 12e, en effet, la une place dans le top 10. Hein. Donc finalement, alors que Nico Hülkenberg était déjà dans le top 10, il était 8e au moment de la voiture de sécurité. Donc c'est assez impressionnant. Après, Nico Hülkenberg, encore une fois, on ne le découvre pas. Je pense qu'on l'a beaucoup, on en a beaucoup parlé la saison dernière et très très souvent en bien, pour ne pas dire que en bien. Sa course, elle est exceptionnelle. Alors il part loin parce qu'il se fait sortir en Q1, mais il gagne 5 places au premier tour. Ouais. Donc en fait, rapidement, tu te retrouves dans la course pour les points. Après, c'est une question de gestion aussi de course, mais sa performance, elle est exceptionnelle. Après, le bonus, c'est d'arriver en tant que 5e, le premier des autres, de dépasser Isaac, ce qui lui permet du coup de prendre de gros points. Et on sait que quand tu fais une 5e place et que tu es une écurie de fond de grille, que tu prends 10 points sur un week-end, ça peut coûter très très cher. Alpine l'année dernière, qui abandonne la dernière place sur un double podium au Brésil. Non, qui prend même la 7e, la 6e ou 7e. Oui, mais il passe de dernier ou d'avant-dernier à la 6e place. Donc on sait que lorsque tu es une écurie de fond de tableau, tu fais un très bon week-end, ça peut quand même te permettre de faire un bon classement. On l'a vu. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Mais ça tranche en tout cas avec le week-end de Williams et oui, bien sûr. Et même celui d'Alpine. Mais Williams a accumulé depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est un peu une question de philosophie aussi. C'est est-ce que tu veux performer sur un week-end à mort, tel Capito à l'époque quand il récupère Williams et que Williams était en fond de grille, bien loin, ou est-ce que tu veux être à peu près correct partout, mettre un point par-ci, un point par-là. Mais bon, là encore une fois, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pas prendre la perf d'Hülkenberg comme référentiel, je vais prendre la perf globale de l'écurie. Les évolutions amenées par Sauber à Barcelone ont amené un équilibre à cette voiture qu'on n'a pas vu depuis 24 mois, voire plus. Et ça, c'est très rassurant. Surtout que ça marche à Barcelone, encore une fois. On répète que Barcelone n'est plus le Barcelone d'avant. Mais quand même. Mais t'as quand même plus de circuits aujourd'hui où t'as des courbes rapides et des courbes qui ressemblent à Barcelone que du Jeddah, par exemple, tu vois. Ou du Monza. Je pense que le prochain test, c'est Silverstone. Mais Silverstone maintenant ressemble davantage à Barcelone que Barcelone d'avant.
Effectivement, Ouais. en fait, si tu performes là, peut-être qu'à Silverstone, tu arriveras à faire quelque chose. Encore faut-il, et là, Zandvoort. mais il y a une deuxième chose. Il y a la typologie de circuit, mais il y a la dégradation. Et là, il y a quand même un paramètre à ne pas oublier. Il y a un arbre qui cache la forêt, c'est qu'effectivement, être éliminé en Q1, il y a 8 pilotes qui sont partis. Et je vais revenir sur cette histoire de rodé 9, désolé. Mais il y a que 8 C'est le pilotes. fil rouge Il aujourd'hui. y a que 8 pilotes qui sont partis en soft 9, et c'est ceux du fond de grille. Et aucun n'a l'expérience d'Hülkenberg. Donc, quand tu as un Hülkenberg qui part en soft 9, quand tout le monde devant part en soft rodé, et on ne sait pas de combien ils sont rodés, je te l'admets, forcément ça aide. Exactement comme Leclerc. Ah, c'est ce qu'il a dit, Nico Hülkenberg. C'était sur Sky Germany hier. Il dit la voiture était bonne, un bon rythme, un bon équilibre. Et les évolutions ont payé. Avant la voiture de sécurité, on pensait être 8e. Et la voiture de sécurité a fait rebondir la course. Être éliminé en Q1 avec des pneus frais aujourd'hui a été la clé. C'est un peu ironique, mais c'est comme ça. On a fait un bond en avant pour se battre dans le peloton. Nico Hülkenberg est le seul pilote de la grille à avoir eu 3 trains de soft 9 pour ses 3 relais en soft. C'est le seul. Du coup, ça change un peu la perspective de cette performance. Pas d'un point de vue pilote, Oui et plus non. d'un point de vue performance de l'auto, de la Sauber. Oui et non. Quand on voit la différence qu'il y avait entre 9-9 et 9 rodés, ça change un peu la perspective, notamment pour aller dépasser un Lewis Hamilton, dépasser Isaac ça, oui. Hadjar. Oui, le Hamilton, le dépassement. Tu vois, oui. Et même au départ. T'es Hülkenberg, mais gagner 5 places, peut-être qu'il en gagne 2 avec exactement le même capital pneumatique. Pas 5. Ou peut-être qu'il en gagne 5. Peut-être qu'il en gagne 5. Mais. Ou 6. Il est fatigant. Non, mais c'est vrai, on sait pas. Tu me fatigues. On sait pas, mais c'est vrai que la course. Ok, tu as parlé les fins. m'a fatigué. Mais avoir 3 trains de soft 9, dans tous les cas, ça te donne à minima 15-18 tours d'avantage considérable. Parce que c'est les 5 premiers tours du pur jus du soft. Et on l'a vu dans les qualifs, on pouvait enchaîner des tours sur ces softs-là. Que ces softs-là ont tenu 18 tours sur les relais de course. À partir du moment où tu as cet avantage-là, oui, forcément la performance elle est biaisée un petit peu. C'est sûr. Après, il faut le faire. Faut le talent de Nico Hülkenberg pour l'exécuter parfaitement. Parce Et que... puis la stratégie agressive de Sauber aussi. Tout à fait. Le fait de s'arrêter parmi les premiers sur cette course, ça te permet, du coup, l'undercut. On sait qu'il est très puissant à Barcelone. C'est une stratégie agressive qui a été tentée. Moi, la question que je me pose, était-il sur une stratégie à 3 arrêts de base ? Tu vois, parce que quand tu fais tendre, médium, tendre, au moment où tu chausses l'avant-dernier train de tendre, il reste une vingtaine de tours. Donc, Et puis, la question que je me pose, c'est peut-être que la safety car, elle leur offre l'arrêt qui était déjà prévu, quoi qu'il arrive. et puis il est le 4e à s'arrêter au premier relais. C'est-à-dire qu'il s'arrête au 9e tour. Il y a Albon qui s'arrête au 6e. Oui, mais Albon, il a l'aileron Oui, cassé. ouais. tu vois. Il y en a 2 au 8e qui s'arrêtent. Gasly, je crois. Non. Un petit peu Berman. plus tard, Gasly, ouais, Berman s'arrête et Tsunoda. Berman et Sainz aussi. Sainz, peut-être une question Sainz aussi, aileron cassé. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que tu parlais de Williams. Albon, 2 ailerons cassés en course par Lawson. Sainz, pareil. Enfin bon. Sinon, tout le monde s'arrête entre le 15 et le 20e tour. Lui, il s'arrête au 9e. Donc déjà, il y a un côté bien exécuté on a compris que l'undercut allait être super puissant. Derrière, il a fait tenir ses médiums très longtemps. Et ensuite, il a enchaîné avec un train de soft qui, visiblement, au vu des datas qu'on a sur tout le reste de la course, devait aller au bout, à mon avis. Parce qu'il y avait plus que 20 tours à faire. Il s'arrête au 46e. Ouais. Donc, normalement... Sur la course de Sauber, globalement, au-delà du Hülkenberg d'ailleurs, c'est l'un des seuls à avoir résisté au fameux dépassement d'Alonso, virage 3 à l'extérieur. Oui. La spéciale On va en parler, Alonso, ça, c'est d'ailleurs. l'un des Ouais. seuls à avoir résisté. Mais Sauber, c'est un week-end complet parce qu'au-delà de la performance, au-delà des deux Exécution. pilotes, parce que encore une fois, j'insiste, mais Bortoleto qui fait un bon début de saison. 5-4 en Tu qualif. sais que Bortoleto, on n'en parle pas parce qu'il est en fond de grille, Exactement. mais il fait un début de saison, sincèrement, je m'attendais pas à le voir à ce niveau et aussi proche de Nico Hülkenberg. Et j'aime te dire, que la Pinto. il y avait des critiques avant ce Grand Prix d'Espagne, il y avait des critiques concernant Nico Hülkenberg du côté de l'Allemagne justement, où on lui reprochait d'être battu en qualification par Bortoleto. Je crois qu'ils étaient à égalité avant ce Grand Prix d'Espagne, mais où justement on commençait à se poser la question, de se dire est-ce que le mec qui mérite un contrat pluriannuel au sein de chez Audi, c'est vraiment Nico Hülkenberg? Ça prouve que ça met la pression sur Nico Hülkenberg. Oui, mais encore une fois, moi je me fais pas de soucis sur le pilotage. J'ai vraiment envie d'insister quand même sur Gabriel Bortoleto. On n'en a pas parlé depuis le début de saison, T'as mais raison. sincèrement, chapeau pour un début de saison. C'est forcément frustrant au sein d'une écurie. Tu peux pas prouver
Non. Tu vois, donc c'est forcément quelque chose de frustrant. Et puis pour revenir globalement sur le week-end de l'écurie, Jonathan Whitley parle de l'arrêt le plus rapide de l'histoire de Sauber. Tu vois, donc ils ont tout mis quand même bout à bout pour aller chercher cette performance. C'est juste par rapport à l'année dernière où ils avaient leur pistolet à eau. Juste un petit mot de Gabriel Bortoleto, parce que tu as raison, on n'a jamais donné la parole dans cette émission. Il dit on avait un rythme correct aujourd'hui, l'équipe a fait un très bon pas en avant ce week-end, Nico a marqué, ça montre le potentiel de la voiture, on va partir d'ici en étant en confiance avant le Canada et je suis impatient d'y être. On va peut-être le voir un petit peu plus justement Gabriel Bortoleto dans les semaines qui viennent si jamais les performances ou le regain de performance de Sauber venait à se confirmer. Surtout que Albon va purger une pénalité. Puisqu'il a, il a purgé et il refait un. Il a purgé au stand. Non, il s'arrête. Ouais, il s'arrête et il repart. Et il fait un tour avant d'abandonner. Oui, mais on lui dit d'abandonner. Oui, mais du coup, est-ce qu'il la purge en faisant ça ? Oui, il la purge. Comment ? Bah, il fait. On lui dit d'abandonner. On lui dit d'abandonner à la radio. Il prend la pénalité. Oui, finalement, il n'abandonne pas. Il entre au stand. Il fait sa pénalité de 5 ou 10 secondes. Ils ont attendu 10 secondes avant d'arrêter. Ils arrêtent la voiture. Il repart. Il fait un tour et il l'abandonne. Donc la pénalité est purgée. Ouais, voilà. C'est marrant parce que même avec l'explication, j'ai pas capté comment il la purge. Pour moi, il la purge uniquement s'ils s'arrêtent, ils attendent 10 secondes et ils la mettent au garage. Mais bah non, il repart. Bah non, il est reparti en fait. Non, mais est-ce qu'il s'est arrêté 10 secondes ? Oui. Il est reparti. Ok. Et ensuite, il est reparti. Ensuite, il a abandonné. C'est ça que j'ai pas capté. Parce que justement, moi, je comprenais pas. On y arrive. Je l'avais pas vu. On y arrive. Et on y arrive au dernier renseignement aussi. On va parler des enfants de Briatore. L'un est illégitime, l'autre est son fils prodigue. Bien sûr, ils se sont mis en évidence. C'est Pierre Gasly et Fernando Alonso. C'est surtout les gosses de Nasser. Hein. Ouais. Surtout les deux là qu'on voit. Voilà. Ils étaient assez contents. Apparemment, ils ont passé un bon samedi. Bon, écoute, on va pas épiloguer là-dessus. Le tir de Briatore. Le week-end a commencé comme ça pour Gasly. Après un petit tir gratos de Flavio Briatore qui faisait le bilan de ses 1 an chez Alpine. Mine de rien, Pierre Gasly, c'est pareil, on n'a pas énormément parlé cette saison. 5e qualification en Q3 de cette saison. Il nous a régalé avec cette P8. Lui qui a eu quand même en course un rythme beaucoup plus compliqué qu'en qualification. Lui qui a été gêné aussi également par les drapeaux bleus. Ça, on n'en a pas parlé les gars, mais les drapeaux bleus ont beaucoup ralenti les pilotes de milieu de peloton et notamment au moment d'exécuter leur deuxième arrêt. Lui qui a dû faire sans boisson, sans bouteille d'eau puisqu'il y avait une panne dans sa monoplace. La petite bataille avec Isaac Hadjar qui en tant que Français nous a régalé. 4 points à l'arrivée et mine de rien Alpine est aussi dernier. Il n'y a pas que des réjouissances du côté des Français et puis je voulais qu'on parle aussi bien sûr du Alonso Show. Ça y est, il nous a rassuré, il a marqué ses premiers points, 3 places de gagné sur les 6 premiers tours. Il y a cette erreur, je sais que Brice veut revenir là-dessus, il a raison, au 14e tour lorsqu'il finit dans les graviers 14e, tiens. Au virage numéro 5. Il y a aussi ses moves à l'extérieur au virage numéro 3, preuve qu'il n'a pas complètement perdu sa science de la course et puis la belle relance aussi également post-safety car pour aller justement chercher ses premiers points cette saison. On commence par qui ? Par Pierre Gasly les gars ? Comme tu veux, oui. Je vous mets un déclat de Briatore. Bah, on la connaît, mais peut-être pas les gens qui nous regardent. Très rapide. Briatore qui dit, c'était jeudi, conférence de presse. Il est devant tout le monde et il fait le malin. L'œuf et la poule. Si vous n'avez pas la voiture compétitive, il est très difficile de comprendre où nous en sommes avec le pilote. Il est très difficile de comprendre quel est le niveau de Gasly en ce moment. Si vous ne lui donnez pas la voiture compétitive, construisons-lui la voiture compétitive et après, nous saurons où nous en sommes avec le pilote. Je crois que pour tout le monde, c'est pareil. Mais le plus important réside dans la performance de la voiture, du pilote et ils vont ensemble. La voiture n'est tout simplement pas compétitive. Bon, ça va. Je m'attendais à... Ouais, mais enfin, conférence de presse et après, il se retourne vers Christian Horner en lui demandant son avis sur Pierre Gasly. Donc Briatore, il a le droit d'aller en conférence de presse. Paraît-il. Ok. Bah, il est team principal, non ? Bah non. Il a pas sa licence. Ouais, mais bon. Il a son passe 500 quoi. Non mais ce que je veux dire c'est que t'étais pas choqué par cette déclat parce que celle du 23 de au 24 décembre dernier alors il y en a vu une première au Parisien où il lui met un tir gratuit fin décembre et à Motorsport où il avait dit grosso modo moi j'ai construit deux blockbusters, l'un avec Fernando Alonso, l'autre avec Michael Schumacher, je suis pas sûr d'avoir mon premier rôle aujourd'hui. Oui voilà, mais parce que les 2 fois il l'a choisi. Là il a pas choisi. C'est vrai. Donc je pense que comme c'est un contrôle fric tu m'as fait peur. ouais, mais t'as bien fait d'avoir peur parce que j'avais d'autres mots en tête. Mais enfin, comme il contrôle absolument tout partout, en soi, son line-up, il le contrôle que dans la partie en plus où ça fonctionne pas. Donc c'est très facile derrière de dire que Pierre Gasly devrait être entre guillemets un leader
qui mène davantage Alpine en haut parce que le deuxième pilote, il n'est pas là pour ça, il est là pour apprendre, etc., etc. C'est un peu facile dans le sens où aujourd'hui, Pierre Gasly sauve les meubles d'une voiture où, sincèrement, je suis infoutu de te dire où elle est dans la hiérarchie. Parce que on n'a que Pierre Gasly en référentiel, qu'on a eu Douane qui n'a pas eu le temps d'exprimer grand-chose et qu'on a un Colapinto qui est resté sur ses travers de l'année dernière, parce qu'il a eu des très bonnes choses, mais il est resté sur ses travers de l'année dernière. Donc pour l'instant, Alpine, ils sont encore en essai libre, j'ai l'impression, dans le sens où t'as Gasly qui fait ce qu'il peut avec une voiture où il n'a pas de comparatif, et de l'autre côté, t'as des pilotes qui n'ont rien montré. La deuxième voiture n'a absolument rien montré parce qu'ils n'ont pas été mis en condition. Depuis le début de saison. Gasly, après, c'est, je crois, 75% du temps dans les points à Barcelone. Il a encore prouvé qu'il l'était cette fois-ci fort belle manière quand même. Il fait quand même 8, même s'il y a la pénalité de Max Verstappen qui rentre en compte. Je trouve qu'on devrait concentrer le travail là où il faut le concentrer plutôt que de se tourner vers le pilote, en sachant que le pilote, il fait ce qu'il a toujours fait. Enfin, Pierre Gasly, je le mettrais pas en top extraordinaire pilote, mais tirer 100% du potentiel d'une caisse, il sait le faire. Donc je pense que le Flavio Briatore devrait se tourner vers les vrais problèmes, à savoir pas s'enrichir lui personnellement sur certains contrats, et de deux, faire en sorte que la monoplace s'améliore. En l'occurrence, elle s'est un peu améliorée depuis la fin de l'année dernière. Depuis, ça stagne un petit peu. Quand on voit les bons qu'a fait Williams, quand on voit les bons qu'est capable de faire Racing Bull parfois, et même là, Sauber ce week-end, t'as quand même l'impression qu'il y a deux écuries qui ne progressent pas vraiment. C'est Aston et Alpine. Et... t'es dur avec Aston, non? Ils ont progressé à Aston. Oh bah, quand même. C'était la dernière force du plateau il y a encore quelques semaines. Et c'est parce que ça les évolutions apportées à Imola. Non, je sais pas, je vous pose la question. Moi, j'ai l'impression qu'Aston Martin a fait un petit bond en avant, pas peut-être un saut de puce. Ou... Moi, j'estime que Williams est devant, j'estime que As est devant. Ça fait quand même 2-3 grands prix qu'on voit qu'Aston Martin, quand même, est sorti de la... Écoute, c'est les points d'Alonso là. Mais... regarde, à Monaco, t'as une belle séance de qualification d'Alonso, le rythme était pas trop mal. À Imola, t'as les deux voitures qui étaient quand même beaucoup mieux. On parle quand même d'une voiture qui était dernière force à Miami. Je vais parler, il y a 2 grands prix au mettre des points. 2 sur 9. J'estime pas que ce soit... Et en plus, c'est Alonso chez lui. Quand je dis chez lui, c'est parce que... Enfin, après, chez lui, il faut la monoplace, quoi. Chez lui, on n'est pas en foot. Hein. Oui, c'est vrai. Qui joue à domicile en Formule 1. Je suis pas d'accord avec toi sur un point. C'est que Fernando Alonso est quand même le gars qui peut être cynique à souhait et du coup ne plus être motivé dans une voiture, et qu'arrivé en Espagne, il donne tout. Oui. Et en l'occurrence, je trouve qu'on n'a pas eu le même Fernando Alonso sur ce week-end que depuis le début de saison. Peut-être. Ça c'est ta gestion. Enfin, ça c'est ton analyse sur. Moi, j'ai l'impression d'avoir un Fernando Alonso au top du top du top, au point même où il a fait un freinage. Il a fait un freinage à Lloret Del Mar dans le T5. J'ai pas compris ce qu'il a fait là, parce qu'il est allé loin. Il est allé loin. Mais c'est pas genre il a un peu raté, c'est vraiment il a tiré. Mais non, enfin, je trouve que là-dessus, ce sont les deux écuries qui, en fait, sont en perte de vitesse par rapport à ce que font les autres en termes de rattrapage de la concurrence avec un midfield qui se resserre, et que finalement, si tu mets Alonso en chef de file d'Aston Martin, tu dois être capable aussi en tant que Flavio Briatore de dire que Gasly, c'est quand même ton assurance pour te ramener les petits points, parce que dans ton deuxième baquet, pour le moment, c'est le néant absolu. 50%, plus de 50% de qualification en Q3, Hamza, pour Gasly. Ça montre quand même les qualités du pilote avec la voiture dont il dispose. Après, on n'en a jamais vraiment douté. Non, mais Gasly, on répond à Flavio Briatore, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, mais après la performance. Après, il le compare à Alonso et Schumacher, tu vois. La monoplace, elle est pas. Oui, voilà. C'est quelque part normal de dire ça, et en même temps, c'est juste. Tu peux pas faire ça à ton pilote à ce moment-là. Mais si t'as eu Alonso et Schumacher et que maintenant t'as Gasly, remets-toi aussi un tout petit peu en question. C'est-à-dire de dire que Gasly, il est arrivé dans une écurie qui ne jouait pas la gagne, parce que si l'écurie jouait la gagne, ils n'auraient pas pris Gasly. Ils auraient pris ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, qui a des titres, qui a des références, qui a machin. Carlos Sainz, il a choisi Williams, pas Alpine. Vrai, pas Alpine, ouais. Et pourtant, il avait le choix. Ton avis, Hamza, sur tout ce qu'on vient de dire? Non, mais Gasly, pareil, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison. La performance pilote, elle est toujours là, puisqu'il parvient quand même assez souvent à aller en Q3 sur une voiture qui manifestement ne peut pas. On n'a pas
ne peut pas le faire à la régulière. Après, sincèrement, Alpine, j'attends l'arrivée du moteur Mercedes, j'attends 2026 parce que sur cette saison, le seul enjeu, c'est est-ce qu'Alpine sera dernière au championnat constructeur à la fin de la saison. C'est tout ce que je veux savoir finalement. Tu vois. Après Gasly, les performances elles sont là. Est-ce qu'ils auront trouvé leur numéro 2 pour la prochaine saison? Là aussi, c'est une interrogation et ils ont toute la saison justement pour construire ce numéro 2 pour 2026. Pour le moment, ils les détruisent plus. Hein, non, mais c'est vrai. Oui, il y a une petite politique Red Bull un peu qui arrive chez Alpine. Et puis pour parler de Fernando Alonso, je trouve que ce week-end est une récompense quand même de ce que l'on voit depuis quelques semaines. Lui disait que le dimanche a été plus compliqué que le samedi. Tu sens encore le pilote, on en revient à ce que disait, le fait d'être à domicile. Je l'entends sur l'état d'esprit, ce qui dégage la radio après son tour de Q3. C'est toujours drôle en fait. T'as l'impression d'entendre un enfant qui se régale. Donc c'est aussi rassurant de voir Alonso. Je vais pas dire, parce que cette erreur, c'est vrai qu'elle est grossière quand même, mais il n'y avait pas de doute, en tout cas de mon côté, sur Fernando Alonso. Mais ça commençait quand même à cette série de 0 points. Au début, c'est drôle. Ça commençait à l'être moins. Non, puis c'est une série de 0 points qui était aussi accompagnée d'erreurs. Ah, et de malchance aussi, tu peux pas. Ouais, les gars, juste, je dis qu'il fait des erreurs. Non, mais on dit pas l'inverse. Mais t'as l'erreur qui est grossière à Melbourne. Non, mais moi, je veux bien qu'on parle que d'un. En fait, c'est toujours. Balançon, oui. Non, mais si tu dis à gauche, il faut dire à droite. Faut être équilibré à un moment donné. Oui, mais en fait, moi, je suis moins équilibré sur le cas Fernando Alonso. Alonso est un pilote. Il y a des erreurs que tu ne voyais pas avant, et il y a énormément de malchance. Voilà, c'est ça. Alonso est un pilote qui, sur une saison, ne commet pas d'erreur. Ou presque pas d'erreur. Là, il en commet plus que ce qu'on a pu le voir. Je pense que c'est ce que veut dire Brice. Oui, mais maintenant, moi, la question que je me pose, et pour moi, c'est le plus intéressant, c'est de savoir si Alonso commet ses erreurs parce qu'il ne se sent pas à l'aise avec cette voiture ou parce que le pilote aujourd'hui a peut-être tout simplement plus de mal. En fait, pour moi, c'est l'interrogation majeure. Si la voiture ne lui correspond pas, c'est rassurant. Tu vois, on verra en 2026, pareil. Donc. On a eu une preuve en 2023 que le moment où ça lui correspond. Mais je trouve qu'il commence à avoir une mentalité qu'on a tous détestée, à savoir une mentalité qui Raikkonen. Ouais. À ce point-là, tu penses? Pas à ce point-là, mais ça y ressemble. C'est quelques petits prémices. Raikkonen, il le disait. Oui. Voilà, c'était cash. Il y a vraiment du je m'en foutisme. Alonso, en fait, il cherche quand même la meilleure punch à la radio quand ça va pas. C'est vrai. Ça n'a pas changé depuis McLaren Honda. Donc, Il était plutôt positif sur DAZN à l'arrivée de cette course. Il dit oui, je suis heureux et ça va aller dans ton sens, Brice. Il dit je suis satisfait pour les fans aussi. Ils étaient très excités à la fin. Je voyais les gens debout dans les tribunes lors des derniers tours. Donc je suis content pour eux. La course a été plus difficile que prévu. On était lent dans les lignes droites et pour chaque dépassement, on devait être agressif. Dans le virage 3, qui n'est normalement pas un endroit où dépasser, j'ai pris des risques plus importants dans cette course car les dépassements étaient difficiles, suivre était difficile car on tuait les pneus, donc j'étais agressif. Il y avait du grip dans ce texté, parce que Isaac a fait la même chose au final. C'est vrai. Il n'y a pas que Alonso. Mais mine de rien, c'est quand même toujours lui qui a le petit ça flair. te rappelle Hongrie en quelle année là 2006 Oui, 2006. Oui, 2006 2006 quand il fait son départ fou là. Son départ fou et que Button et que finalement c'est un écrou, c'est un écrou mal serré qui... Non, il y a 2009 où il a un écrou mal serré Alonso. Et 2006 aussi. Ah ouais, 2006, il domine de la tête et des épaules. C'est un des plus beaux départs de Fernando Alonso. Vous pouvez aller voir. 2009, c'est le. Et 2009, ouais. La fameuse 121. Me, you. On a pour la cité il y a pas longtemps et ça a régalé les gens dans les commentaires. Ils sont allés remettre les liens du truc. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la vidéo et c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. 22-5, me 21-5. Alors d'ailleurs, je t'ai défoncé. C'est tellement drôle. Un petit point classement, un petit point comptable avant de se quitter. Piastri, mine de rien, creuse un petit peu l'écart. 10 points d'avance sur Lando Norris, rien de rédhibitoire. Verstappen désormais à 49 points, on l'a dit, de la tête de ce classement. Toujours deux Français dans ce top 10. Isaac Hadjar 9e, Esteban Ocon 10e. Et puis, vous le voyez, Ferrari a repris la deuxième place au classement des constructeurs.
avec 6 points d'avance désormais sur Mercedes. Et on le voit, Red Bull a perdu une place de plus. Je voulais juste vous partager, avant de se quitter, un petit échange. C'est un homme dont on n'a pas parlé. C'est Lewis Hamilton qui a fini ce week-end en étant très déprimé. Échange, les morceaux choisis, c'était sur Sky Sports hier. Échange avec Rachel Brooks. On a l'impression qu'il n'y avait pas de caméra, qu'il n'y avait pas de micro. Il s'est livré à bâton rompu. Tout est parti d'une phrase de Rachel Brooks qui lui dit « Je déteste te voir dans cet état. C'est dur de te voir dans cet état d'esprit. » Lewis Hamilton a le sourire mais lui répond « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai passé une très mauvaise journée. Je n'ai rien à dire. C'est une journée difficile. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'était horrible. Ça ne sert à rien de l'expliquer. Ce n'est pas ta faute. Juste... » Quoi dire d'autre ? Rachel Brooks le relance, elle dit « Je comprends, j'espère juste que ils, en parlant de Ferrari, trouveront des réponses pour toi. » Réponse de Lewis Hamilton. « Je suis sûr qu'ils ne le feront pas. C'était probablement juste moi. » Voilà. Je vous laisse juste avec cette phrase. Ouais, non mais... Quand tu te retrouves en position de devoir swapper au bout de 10 tours, mais en même temps, la stratégie voulait ça. Si tu te retrouves devant en qualification, c'est parce que Leclerc a fait une tentative de moins. Donc... J'ai un peu l'impression qu'il commence à se rendre compte que c'est pas son écurie, contrairement à Mercedes, et que ça va être dur. Mais pour autant, je le sens quand même capable d'avoir une capacité de résilience suffisante. Encore faut-il qu'il l'ait toujours et qu'elle n'ait pas été complètement bouffée par les 3 années de Mercedes. Exactement. C'était important de finir sur cette phrase. On tirera les conclusions concernant Lewis Hamilton dans le futur, bien évidemment. Merci les gars, bonne journée, bon courage. Mercredi, vous avez rendez-vous pour une émission spéciale. On va parler de Williams, on va parler d'un pilote français, Alessandro Giusti. Il sera en plateau, bien sûr, avec nous pour un mag, on l'espère, de grande qualité. N'oubliez pas non plus de vous abonner à FTS. On en a besoin. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous écouter si vous ne pouvez pas nous regarder. Les podcasts sont toujours disponibles. Passez une agréable journée et n'oubliez pas de poursuivre la discussion en commentaire comme d'hab. Ciao les amis.